Les sacs de sable n'ont rien pu faire face au souffle de l'explosion. Un palais de verre brisé et de gravats. Voici ce qui reste du conseil régional, touché par 2 missiles le 1er mars. Le sol et le plancher se sont effondrés et 20 personnes ont trouvé la mort ce jour-là. À Kharkiv, tous les bâtiments administratifs ont été détruits par les frappes russes. Située à 21 km à peine de la frontière, la ville est dans la ligne de mire de Moscou. Depuis que l'armée du Kremlin s'est retirée de Kiev pour se concentrer dans l'Est, elle connaît chaque jour des bombardements. Au loin, une colonne de fumée. Une explosion vient de retentir. Notre équipe quittait la zone quand soudain, un autre souffle encore plus près. Évacuation en urgence. Et à quelques mètres à peine, ce projectile enfoncé dans le bitume. Et en allant sur le lieu de l'explosion, ben voilà ce qu'on voit ici, là, dans la route. Ça n'a pas explosé, c'est assez dangereux. On va quitter la zone. Plus aucun quartier de la ville n'est aujourd'hui épargné. Ici, c'est un atelier textile qui a été frappé. Lorsque notre équipe arrive sur place, de nombreux blessés gisent encore au sol, parfois inconscients. Ce volontaire a échappé de peu à la mort. Je suis en vie et c'est tout ce qui compte. Juste un peu blessé à la tête et ma voiture est détruite, mais c'est tout. Vous savez, à Kharkiv, c'est tous les jours comme ça. En fait, je ne suis même pas surpris de ce qui m'arrive. Ça va, tu es sain et sauf? Oui, c'est bon. Avec la poussière de l'explosion, cet autre rescapé écrit cette phrase. La colère comme moteur et la solidarité pour tenter de survivre au milieu du chaos. Avant la guerre, Pavel travaillait dans l'immobilier. Cet homme d'affaires a les moyens de quitter Kharkiv, mais malgré les bombardements, il a décidé de rester avec sa famille dans son quartier et de venir en aide à ses voisins, comme il le peut. Ça, c'est mon local humanitaire. Un garage transformé en lieu de stockage de denrées alimentaires. Biscuits, eau, conserves. Tout ça vient du grand centre humanitaire. Nous avons besoin d'avoir des réserves ici. Ça vient du Danemark, d'Angleterre, de France. De la nourriture destinée aux habitants de son quartier, obligés aujourd'hui de vivre terrés dans les sous-sols des immeubles, devenus abris anti-aériens. Tiens, partage ça avec ta sœur. Maxime, 7 ans, et Milana, 5 ans, ont trouvé refuge ici avec leurs parents depuis le début de la guerre. Nous dormons ici, mon mari et moi. Et la petite dort ici, dans son lit à barreaux, que nous avons ramené pour qu'elle soit à l'aise. Parce qu'avant, elle était dans sa poussette. Nous habitons une petite maison à côté, alors c'est trop risqué. J'ai peur pour mes enfants, parce qu'on ne sait jamais d'où peuvent venir les bombardements. La maison me manque. Les jeux, le foot, faire du vélo. Pavel, lui, a préféré rester dans son appartement. L'ascenseur est bloqué. L'électricité ne fonctionne plus depuis un moment. 7 étages à pied. À table, la famille semble à peine troublée par les fumées au loin. Nous avons entendu une explosion et je ne sais pas ce que c'est. Malgré les déflagrations quotidiennes, pour eux, hors de question de partir. Notre maison et notre pays sont ici. Nous croyons que ça va se terminer vite et nous essayons d'aider les gens de toutes nos forces, même si nous prenons des risques. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de notre aide. Comme si de rien n'était, le fils prend les baguettes de sa batterie pour jouer un morceau que toute la famille reprend en chœur. Il s'agit d'un chant patriotique ukrainien.